14 octobre 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Là, nous retournons encore en Côte d'Ivoire. Après l'exclusion de quelques Ivoiriens qui voulaient défendre le pays au niveau de la magistrature suprême, c'est-à-dire à la présidence de la République, place maintenant au projet de société. Pour les Ivoiriens, les candidats présidents de la République doivent cesser de promouvoir l'agriculture d'asservissement, c'est-à-dire l'agriculture là où les Ivoiriens cultivent les cacao et les cafés. Pourquoi? Parce que dès que cette culture sont mises en place, c'est voué à l'importation. Alors que la Côte d'Ivoire continue toujours à importer au moins 80% de ses vivres, ce qui n'est pas normal. Actuellement, la vie est trop chère en Côte d'Ivoire et pourtant la population vit à 70% de l'agriculture. Malheureusement, cette agriculture n'est pas vivrière. Cette agriculture est vouée à l'importation. Au lieu de planter, par exemple, les maniocs, au lieu de planter les bananes plantains, au lieu de planter les légumes pour consommer localement, les Ivoiriens plantent les cacao, les cafés, les cajous pour importer. Mais les Ivoiriens, malheureusement, ne plantent pas la nourriture qu'eux-mêmes doivent consommer. C'était ça le débat qui était très houlé aujourd'hui au niveau de Live TV. Et je voulais suivre et puis on va se retrouver juste après. Non, maintenant, déjà, déjà, je suis content parce que le président Daouda ne peut plus avoir lieu. Il a dit qu'on allait être battu 1-0. Quand il va mener 1-0, moi je dis 2-0. On va dire amen et que la grâce nous accompagne. Messieurs, pendant que nous avons eu cette bonne nouvelle, ouvrons notre agenda. Avant de recevoir le MJC, regardons un peu les différents candidats sur le terrain. Herman, je commence avec vous parce que je vous vois sourire, pas un bon sourire en tout cas, un sourire moqueur. Les différents candidats sont sur le terrain. Ils présentent leurs projets aux populations. On a vu les lancements. Le candidat Alassane Ouattara, c'était à Daloa. Jean-Louis Billon à Marcory. Simone Yves Gbagbo à Boisflé. Ensuite, Henriette Lagou à Daoukro. Et puis, tout est dit. À Ouaddomelo, c'était la Trieve. Herman, commentaire. Bon, moi je pense que, en tout cas, on a vu les images de toutes ces rencontres-là, de toutes ces rencontres avec les populations. Je peux dire, vous savez, nous sommes des gens de médias, de la communication et autres. Ce qu'on attend au-delà de l'aspect contenu et autres, les efforts en termes communicationnels, en termes de publicité, en termes de marketing. Vous ne sentez pas du tout sur le terrain? Moi, je trouve, à part le candidat Alassane Ouattara, bon, on s'imagine que c'est le président, un peu le président de la République sortant, donc il a beaucoup plus de moyens que les autres staffs, mais on sent que quand il était candidat lui-même à l'opposition, il a fait mieux que ce qu'on voit de ses candidats en face de lui. On l'a vu en 2010, il challengeait carrément le candidat sortant, le président sortant du pouvoir en termes de communication. Et ça, nous, on attend beaucoup de ça parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas parcourir toute la Côte d'Ivoire. Mais les messages qu'on apporte en termes de communication, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le virtuel. On peut dire qu'au niveau du virtuel, on fait beaucoup. Mais sur le terrain, les affiches et autres, à plusieurs reprises, à des endroits, je n'ai vu que les affiches qui ont été remises par la commission électorale indépendante, comme si les gens attendaient à ce que la commission électorale indépendante leur donne forcément ces 10 000 affiches à chaque bastion. Non, il faut faire des efforts. La Côte d'Ivoire, c'est grand. J'étais à l'épée. Vous n'avez pas encore vu d'affiches de candidats eux-mêmes? C'est pas de façon impressionnante comme on a pu le voir à certains. Donc je veux dire, c'est vrai, quand on se prépare pour briguer la magistrature suprême, c'est pas pour être maire de Memni ou dans les pays, il faut forcément avoir les moyens. Maintenant, si on veut revenir sur le contenu de leur message... Ça me rappelle, Herman, le débat que vous aviez justement sur la caution. Quand vous parlez de moyens, je souris un peu. Oui, on est d'accord, mais quand on sait bien qu'on n'a pas pu l'obtenir, la caution, ça c'est quelque chose, hein. On n'a pas pu l'obtenir, les gens... donc il faut maintenant se préparer à être sur le terrain. Maintenant sur le terrain, j'ai dit, il a parlé de l'aspect visuel et autres, mais l'aspect, maintenant le contenu des messages.
on est tous d'accord qu'avant de prendre le pouvoir et de l'implémenter, on n'est au stade de promesse. Donc, on peut avoir des projets, des programmes, des intentions qui soient nobles dans nos projets de société, mais comme on ne l'a pas encore implémenté, ce n'est que donc c'est le sérieux qu'on met dans notre campagne qui nous détermine, qui dit que telle personne est... Voilà. Si à l'instar d'Eman, effectivement, qu'il y a un peu de timidité, je suppose que c'est le démarrage de la campagne, quoique, pour rappel, on n'a que juste 2 semaines. Donc 2 semaines, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment, on ne sent pas cette fièvre en tant que telle. Il parle déjà des affiches, hein, il ne sent pas, à part celles offertes par la CEI. Et moi, j'ai l'honnêteté de reconnaître que je me suis pas promené sur tout le territoire. J'ai vraiment pas parcouru partout. Je n'ai pas trop me prononcer sur le fait qu'on ne voyait pas des affiches un peu partout. Déjà, ce que vous avez vu à Abidjan, Élysée. Oui, à Abidjan, à Abidjan, j'ai vu quand même l'affiche de tous les candidats. À Abidjan, au moins. Très bien. Ça veut dire vraiment un panneau, au moins, on voit tous les candidats. Donc ça, j'ai vu sur mon itinéraire. Je l'ai vu, mais je suis conscient aussi que c'est pas mon itinéraire, c'est pas toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, j'ai vu quelques affiches. Mais en tout cas, c'est un peu timide pour certains, comme on le dit. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la puissance et la force des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. En 2010, on n'avait pas forcément cette puissance des réseaux sociaux comme c'est aujourd'hui. On a la capacité de pouvoir faire du branding là-dessus, où on peut même recruter, où on peut même passer son message et autres, tout ça. Donc je crois que aussi ça joue dans ce domaine-là. Mais une campagne électorale sous nos cieux, il faut reconnaître que ça rime aussi avec le volet festif, le volet engouement, où on voit la fête et autres, tout ça. Et quand on ne voit pas ça un peu partout, on se pose la question de savoir si vraiment ceux qui se sont engagés pour pouvoir briguer la majorité se sont vraiment apprêtés sur ce volet, en tout cas. Je ne dis pas le reste, mais sur ce volet, ce qu'ils sont financièrement, c'est ce que vous dites. Ben, sur le volet d'avoir de l'engouement des events, des activités festives et autres, tout ça, quoi. Très bien. Daouda? Bon, j'ai écouté Herman, j'ai écouté aussi Élysée. À les entendre, la campagne serait un peu fade, sans saveur. Moi, je pars d'un principe, ce n'est pas que la campagne est fade, c'est juste qu'il y a certains candidats qui sont sans goût, en fait. Ça veut dire quoi, Daouda? Une saveur. Non, il faut dire les choses clairement. Comment? Ça veut dire quoi, sans goût? Le juré. Comment? Daouda, le juré. Tu dis déjà qu'il y a des candidats qui sont sans saveur. Allons-y, Daouda. Ça veut dire quoi, sans saveur? Expliquez-nous. Quand je parle de saveur, c'est qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est pas une question de forcément de présence physique, c'est une question de présence des idées. C'est une question de vision. Et quand tu as la vision, les choses vont couler de source. Or, malheureusement, pour moi personnellement, quand je regarde sur le terrain, il y a 2 candidats de l'opposition qui se démarquent du lot. Il s'agit notamment de la candidate Simone Eivé, épouse Gbagbo, et du candidat Awa Domelo. Tu sens qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. C'est vrai qu'ici, j'ai failli me triper avec Élysée et Barry. Lorsque on est en train de discuter pour dire qu'Ariel Lagou n'a pas encore donné son programme, jusqu'à présent, c'est vrai qu'elle a fait son meeting, mais je ne sens pas. Pour moi... Ça veut dire quoi, je ne sens pas? Ça veut dire, quand on parle d'élection, quand vous dites je ne sens pas un candidat, ça veut dire quoi? Non, quand je dis je ne sens pas le candidat, je ne vois pas la vision, je ne vois pas le programme. Est-ce que vous avez vu le programme, justement? Je ne l'ai même pas encore vu. Elle dit tout est possible. Mais pourtant, c'est disponible. S'il vous plaît, messieurs, parlons. Donc, oui. Pour moi, l'autre fait, ma plus grande déception aujourd'hui, c'est le candidat du Code qui vient Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon. Pourquoi? Qui nous a été longtemps présenté ici par mon cher grand frère Marisco Moué qui disait c'est le premier pourvoyeur d'emploi, c'est le premier ceci, il a fait ci, il a fait ça. Bon, finalement, je m'attendais, il est milliardaire, il est héritier, tout et tout. Je m'attendais à voir une campagne à l'américaine en fait, avec lui. Mais non. C'est parce que je vois. Les éléments de langage que vous utilisez, non, il est milliardaire, il est héritier, donc je m'attendais à avoir une campagne américaine. Ça veut dire quoi? Christelle, pourquoi on se voile la face? Tout à l'heure, tu disais quoi? Que tu ne sens pas ces affiches, ça et là. On est d'accord? Mais la communication, c'est pas le monde, c'est pas la Caritas. Il faut miser. Il faut déposer les billets des banques sur la table, de façon claire et nette. À qui? À des agences. À des agences de com. À des agences de com, à des registres publicitaires. Pourquoi vous avez peur de dire les mots? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu ne mets pas... Aujourd'hui, prenez le cas du RAGP. Avant même, pendant les pré-campagnes, aujourd'hui au niveau comment on appelle ça? Du Sofitel Hôtel d'Ivoire. Mais chaque jour, ils ont des panels thématiques
pour expliquer leur programme aux gens. Dans les différentes villes où ils vont, ils font des panels, ils organisent des choses, au-delà même des caravanes. Ils ont pris des entrepreneurs par secteur d'activité pour expliquer leur programme aux gens. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de saveur, c'est parce qu'il y a de l'inaction de la part de certains candidats. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, parce que tout à l'heure, Herman a dit quelque chose qui est tellement important. Et peut-être qu'il s'est trompé en le disant. Mais rappelons-nous de 2010, Ouattara à l'opposition. En tant qu'opposant, mais il a fait une campagne à l'américaine. Venir avec un avion, brandé, tout et tout. Hein? Ado, comment on appelle ça? Non, en quoi est-ce que je me serais trompé? Oui, non, je dis ça comme ça, c'est pas pour t'attaquer, mais je pour dire que le gars, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Venir avec un avion brandé, des cartes brandées. Et donc ces moyens-là, vous ne sentez pas ça? Mais sérieux? Parce que là, lui, on sentait véritablement qu'en 2010, Ouattara voulait devenir président. Et il s'est donné les moyens de ses ambitions. Or, aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire des candidats qui veulent être président de la Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Il faut dire les choses clairement. Très bien. On écoute Arnaud et on fait un petit tour avant de recevoir notre invité. Des candidats qui n'ont pas les moyens de leur ambition. C'est votre point de vue? Pas forcément. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition, mais je dirais que le système est fait de telle sorte que quand tu n'as pas les moyens, c'est difficile pour toi d'être visible. Et cela ne place pas les candidats à la même enseigne, parce que plus vous avez de l'argent, plus vous êtes visible, moins vous avez d'argent, moins vous êtes visible, alors que c'est pas parce que vous avez moins d'argent que vous êtes moins percutant ou vous avez un projet moins qui soit mais en même moins temps, intéressant. Le point justement qu'il évoque, c'est que nous sommes en campagne, et pendant la campagne, chacun vend ses atouts. Et quand on dit chacun vend ses atouts, chacun rassemble des différents secteurs et explique. Mais le sous-bassement de ceci, ce sont les moyens financiers. La salle dans laquelle vous allez les recevoir, les petits, voilà. On dit la même chose. On dit la même chose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsque vous voulez aller à des élections, malheureusement, il faut beaucoup d'argent. Et je dis bien malheureusement parce que l'argent ne devrait pas être un critère déterminant en démocratie. Mais là, en revanche, où je trouve que les candidats ont un tout petit peu péché, c'est au niveau du digital. On a dit qu'on ne les voit pas beaucoup à cause du digital, mais même lorsqu'on regarde le digital, ils ne sont pas si présents que ça. Vous n'avez pas, par exemple, vous verrez rarement des candidats qui ont... des systèmes, par exemple, d'enregistrement virtuel de des sympathisants, où on vous dit, vous enregistrez, on vous met dans une équipe de sympathisants qui sont à Gagnoa, à Goïtafla, etc. Et même en termes de PAD... Vous êtes sûr? Si. En tout cas, pour ce que j'ai eu à visiter, même les programmes, vous avez certains partis politiques qui ont des sites Internet, mais on ne retrouve pas les programmes sur les sites Internet. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il y a des choses qui demandent, bien sûr, de l'argent, et il y a des choses qui demandent plus de créativité et une équipe engagée. Je pense qu'on reprendra ce débat assurément demain. Mais nous avons un invité, je l'annonçais donc au tout début de notre programme. C'est le docteur Tioté Lassana. Il est membre de la direction nationale du MGC et conseiller scientifique de la candidate, le docteur Simone Eïvé Gbagbo. Avec lui, on regardera la politique agricole et industrielle du MGC pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Je rappelle que dans la vie de tous les jours, vous êtes expert en amélioration variétale, résilience climatique et innovation semencière à l'université Nangui à Brogua. Donc, vous êtes un sachant de notre thématique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Quel est l'état des lieux justement de la situation agricole, la politique agricole de la Côte d'Ivoire et quels sont les points d'amélioration justement que vous voulez donner avec nos différents amis? Les questions vous seront posées. Ok, merci madame. Mon plaisir. Déjà, je vous au nom de Dr Simone Eïvé Gbagbo, la candidate du MGC. Il faut dire que la candidate Dr Simone Eïvé Gbagbo a cet engagement. Elle prend cet engagement vis-à-vis des Ivoiriens. Et dans cet engagement-là, il y a un engagement qui traite la politique agricole et l'industrialisation. Alors, au niveau de la politique agricole, il faut dire que depuis les années 60, l'économie ivoirienne est basée en grande partie sur l'agriculture. Voilà. Et il faut voir ça de près et voir qu'est-ce qui ne va pas et apporter des solutions comme vous avez posé en question. Vous avez fait un diagnostic à votre niveau? Oui, nous avons fait, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr. Ici, il est question de présenter les points saillants
qui concerne le projet agricole de Dr Simon Hervé Gbagbo. Très bien. Voilà, nous avons dit dans nos programmes, il faut changer ce qu'on appelle le paradigme. Nous savons que le système agricole est basé essentiellement sur la culture des rentes. Voilà. Et ce qui est paradoxal est que notre pays qui a des atouts naturels, on va dire que Dieu nous a tout donné, mais malheureusement, nous sommes toujours en train de faire des importations au niveau de tout ce qui est culture vivrière, voilà, en grande partie. Donc nous disons, certes, le système agricole basé sur la culture des rentes, c'est une bonne chose, mais à côté de cela, il faut valoriser ce qu'on appelle les cultures vivrières, ce qu'on appelle les cultures orphelines, ce qu'on appelle les cultures négligées. Très bien. Élisée, question ou commentaire? Oui, non, question. Je voudrais savoir, là vous avez dit quelque chose d'important, hein? Varier les cultures, mettre l'accent sur les cultures vivrières et tout ça c'est important. Qu'est-ce que vous pensez du programme de votre adversaire qui a commencé à être mis en œuvre il y a quelques années de cela, notamment en parlant des agropoles, qui viennent en réponse en réalité à cette problématique-là, où on a ciblé des cultures en fonction des zones, et ils ont fait 9 agropoles, où chaque agropole est censé développer les cultures sur place et puis les industrialiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, en termes de réalisation concrète de ce projet-là, qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place? Merci beaucoup. Allez-y. Vous avez dit 9 agropoles. Nous disons, le MJC veut mettre en place des agropoles au nombre de 12. Ok, d'accord. Dans les districts. Et ces agropoles, c'est déjà ciblé, vous les maintenez ou bien vous trouvez que c'est pas... On ne peut pas, nous sommes dans un pays, l'État c'est une continuité. On ne va pas dire, le président Alassane a fait ça, il faut venir supprimer et avancer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc de 7, vous? Les 9 agropoles resteront. Mais le MJC compte ajouter 12. Et ces 12 seront des agropoles modernes dédiés aux cultures vivrières. Voilà, c'est ce que le MJC dit. On ne veut pas dire le président Alassane a fait ça, il faut venir supprimer, il faut faire autre. Non, c'est pas ça, c'est pas l'État. À quel horizon vous envisagez le faire? Selon vous, dans combien de temps? Nous sommes déjà... Si vous êtes élu le 25, bien sûr. Oui, nous serons élus le 25. D'accord. Nous avons... Je vais vous dire quelque chose. Elle a rappelé, moi j'ai fait ma thèse sur les cultures vivrières. Oui. Je suis allé chercher des informations sur les... Je ne vais pas citer le nom, mais il faut dire qu'aujourd'hui, 10 millions d'Ivoiriens ne mangent pas leur faim. 10 millions d'Ivoiriens, vous pouvez vérifier. Selon quel chiffre, justement, c'est important la source? La FAO. Très bien. La FAO qui le dit. Cela est dû à quoi? Voilà, FAO-Stat, il vient. La FAO-Stat. Vous pouvez chercher. Voilà, il faut... Nous sommes dans un pays où tous les atouts naturels nous sont donnés par Dieu et que des Ivoiriens ne mangent pas leur faim, mais attends, ça c'est dangereux. Vous comprenez? C'est pour ça que nous disons, la culture de rente reste la culture de rente, mais il faut aller vers la culture vivrière. Il faut promouvoir la culture vivrière. Il faut développer la culture vivrière pour que les importations qui coûtent cher à la Côte d'Ivoire cessent. C'est ce que nous disons. Très bien. Herman? Bon, d'accord. À Côte d'Ivoire, vous parlez d'agriculture, donc j'imagine que l'agriculture durable est un concept dans les objectifs de développement durable, notamment côté faire en sorte que la population puisse manger normalement en produisant en qualité et autres, mais en produisant de la terre. Aujourd'hui, on constate que les cultures agricoles sont confrontées à un phénomène qui est l'orpaillage clandestin, qui, au-delà de la destruction de la biodiversité au niveau des zones lacustres, il y a aussi dans les zones agricoles où ça a un impact. Qu'est-ce que vous préconisez pour mettre fin à cela? Et qu'est-ce que vous envisagez pour remplacer les intrants chimiques par rapport à aux cultures agricoles que nous avons ici? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par les intrants chimiques. La première, voilà. Il faut changer cela. Parce que nous sommes dans un phénomène aujourd'hui de changement climatique. Voilà, il faut adapter les systèmes culturels avec tout ce qui se passe, tout ce qui va avec l'environnement. Nous disons que l'orpaillage clandestin, ce n'est pas quelque chose à saluer. Ce n'est pas à saluer. Et lorsqu'il y a l'orpaillage clandestin, il y a ce qu'on appelle l'espace cultivable diminue. Parce que c'est où on cultive, c'est là-bas on fait l'orpaillage clandestin, ça diminue. Donc il faut trouver des systèmes de production qui peuvent, c'est pour ça qu'on a dit dans nos programmes de gouvernement, faire le choix des systèmes intensifs et non les systèmes extensifs. Quand on parle de systèmes intensifs, c'est de produire sur une zone
à un espace un peu réduit, mais avoir une production qu'on souhaite. Il n'y a que le mouvement politique, les écologistes, a initié une charte verte que vous dirigez, qu'il a soumis à tous les candidats. Il y a certainement les mêmes éléments. Nous avons dans nos programmes de gouvernement un engagement qui traite tout ce qui est développement durable, tout ce qui est changement climatique. Vous comprenez? Et nous disons que l'orpaillage clandestin, ce n'est pas un phénomène à saluer. Nous savons ce que l'orpaillage clandestin fait comme effet néfaste. Vous estimez que le pouvoir actuel ne fait pas assez d'efforts en ce sens? Non, là il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Je suis parti vers Azopé, juste derrière Azopé, mais ce que j'ai vu là-bas, ça m'a écœuré, c'est pas normal. Vous avez vu quoi là-bas, justement? J'ai vu des zones qui pouvaient servir à la production vivrière, qui ont été pris pour faire de l'orpaillage clandestin. Là, on ne peut plus produire. Et quand c'est comme ça, l'espace cultivable est en train de diminuer. Qu'est-ce qu'on fait? La population augmente. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez des solutions justement pour lutter contre l'orpaillage clandestin? Oui, mais il faut ça. Au niveau du MGC? Ça, c'est clair. Il faut le faire. Vous avez quelle solution, par exemple? On dit c'est clandestin, donc vous estimez que le pouvoir actuel... C'est clandestin. Oui. Quand on dit clandestin, quand on le sait, si vous parlez de l'orpaillage clandestin, c'est que vous savez. Parce que quand on dit clandestin, c'est quelque chose qui est caché. Ça dit qu'aujourd'hui, l'orpaillage clandestin n'est plus clandestin. Ça se fait à ciel ouvert, on voit. Et c'est aussi... Bon, bref. Nous avons des solutions concrètes. Parce que là, la surface de la Côte d'Ivoire n'est pas en train d'augmenter. Vous comprenez avec moi? Très bien. Ça n'augmente pas. Donc, il faut, lorsque les gens sont en train de faire le bail clandestin, ils sont en train de diminuer l'espace cultivable. Nous disons que, nous, on parle de la politique agricole du MGC. Il faut que les Ivoiriens arrivent à manger à leur faim. Il faut que les Ivoiriens arrivent à produire de sorte à satisfaire. Nous parlons de souveraineté alimentaire. Voilà. Très bien. Le MGC parle de souveraineté alimentaire. Et pour avoir une souveraineté alimentaire, il faut, tout ça va avec. Sur le point de la FAO, vous disiez que la FAO disait que 10 millions d'Ivoiriens. FAO Stat, si vous partez... Pour 10%. C'est 10 millions. Si vous écrivez... 30%, c'est quand même élevé. Il y a dit 10 millions, il n'est pas donné de pourcentage. Il a dit 10 millions, mais ça fait 33%. Voilà. Puisqu'on est en 10 millions d'Ivoiriens, oui. Oui, j'ai une question à peu près sur le sujet, mais pour parler un peu plus loin. On sait que l'un des enjeux dans notre pays, c'est la propriété foncière. Parce que vous parlez de développement... Un instant. Nous sommes en train de vérifier. Lorsque des chiffres sont donnés toujours, il faut toujours regarder à l'effet de bien informer. On va aller très simple. À l'effet de bien informer nos citoyens. Donc, si vous avez des références, ce serait bien pour nous. Non, je vais vous donner les références. Ce serait très bien. C'est à l'intérieur de ma thèse. Très bien, ce serait bon qu'avant de partir, on ait ces références. Non, je vais vous donner les références. Très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Arnaud? Voilà, donc je disais que l'un des enjeux, c'était justement la possession de la terre, parce que tout système de développement agricole qui n'est basé sur, enfin, où il n'y a pas de propriété foncière, ça sera compliqué après d'hypothéquer sa terre pour demander du crédit à la banque, mécaniser, etc. Donc, c'est difficile d'envisager le futur sans propriété foncière et sans régler les litiges fonciers qu'on a en Côte d'Ivoire. Comment vous comptez vous y prendre pour mettre fin aux litiges fonciers, surtout en milieu rural? Le litige foncier n'est pas forcément en milieu rural partout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à un litige. Mais puisqu'on parlait de terre agricole, oui, c'est pour vous dire que le litige foncier n'existe pas seulement qu'en milieu rural. Voilà. Maintenant, nous, au MGC, nous disons, il faut régler cette histoire des fonciers en Côte d'Ivoire. Comment? Nous avons dit, et net, il faut créer une autorité qui est directement rattachée à la présidence de la République, qui gère cette histoire, cette question. Excusez-moi de préciser, mais qu'est-ce qu'elle fera concrètement? Parce qu'on a eu plusieurs tentatives de système pour pouvoir régler la question. On a du mal, notamment à identifier, à savoir qu'il y a des droits sur la terre, parce qu'il y a des droits qui sont hérités, des terres qui ont été vendues, on ne sait pas comment se sont faites les transactions, parce qu'il n'y a pas d'écrit. Comment on règle tout ça? Dès que Dr Simone Gbagbo est au pouvoir à partir du 25 octobre, cet organe qui sera créé va faire un audit. Non, pour le moment, vous n'avez aucune idée de la situation. Non, pourquoi pas? On peut pas. Aujourd'hui, la question foncière ne peut pas être une question isolée. Ce n'est pas une question qu'on doit prendre ça comme ça. C'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup de diligence. Non, ne dites pas que nous avons des points clés, des points concrets pour régler cela. C'est pour ça que nous on dit pourquoi on règle cela, pour que ça. Parce que régler veut dire, il faut régler. Nous travaillons avec tout ce qui est durabilité. Régler à long terme. Très bien. À court terme et à long terme. C'est pour ça que nous mettons en place une autorité qui est chargée de régler ces questions-là. Et à l'intérieur, il y a des actions menées, des actions concrètes à mener.
directement régler la présidence. On a un point sur les chiffres de la FAO. En fait, dire que les 10 millions d'Ivoiriens ne mangeraient pas leur faim, c'est une expression un peu trop floue. En réalité, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a environ 12 millions d'Ivoiriens qui sont dans une insécurité alimentaire modérée ou sévère. Selon la FAO, comme il a Très bien. La FAO Stat. Très bien, c'est très important. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'exagération? Non, il n'y a pas d'exagération. Non, si, monsieur le docteur, vous savez... Non, écoutez. Docteur, il pose la question. Vous allez avoir le temps. Merci beaucoup. Vous savez, moi, j'admire profondément Simone Yves Gbagbo. Merci beaucoup. Je l'admire profondément. Donc, avec les données, soyez précis, soyez concis. Ce que vous avez fait là, c'est de l'extrapolation et ça s'apparente véritablement à de l'enfumage. Et donc, techniquement, nous sommes en période électorale. Donc, pour aller tout doucement avec vous, on est tous jeunes. On avait dit que vous avez lancé un deuil sur le plateau. Mais bon, sinon on avait tous vérifié, on était prêts à venir dessus. Dieu merci. Herman, vraiment, merci beaucoup.